L'odeur de la pluie sur les pavés humides flottait dans l'air ce soir-là, mêlée à une chaleur sourde qui semblait s'échapper de ma propre peau. J'étais seule, encore, dans cet appartement trop grand des environs de Lyon, les rideaux à peine tirés, laissant filtrer la lueur pâle d'un lampadaire. Et puis, il est arrivé. Marc, toujours lui, avec ce sourire en coin qui promettait plus qu'il ne disait, ses yeux sombres cherchant les miens dans la pénombre du salon. Pourquoi son regard semblait-il toujours me déshabiller de secrets que je n'avais jamais avoués, même à moi-même ? Il portait une bouteille de vin rouge, un Beaujolais qu'il savait que j'appréciais, et ses doigts frôlaient les miens en me l'attendant, un contact si bref, mais si brûlant. Le silence entre nous n'était plus innocent, il vibrait, chargé d'une attente que je refusais de nommer. Était-ce moi qui imaginais cette électricité, ou ses pas s'attardaient-ils vraiment un instant de trop près de la porte, comme s'il espérait que je le retienne ? Je m'appelle Clara, j'ai 32 ans, et je vis dans un appartement élégant aux abords de Lyon, un endroit où le chant du vent dans les platanes se mêle parfois au murmure lointain du trafic. C'est une vie que beaucoup envieraient, des meubles en bois noble, des fenêtres donnant sur des collines verdoyantes, et un mari, Antoine, qui, lorsqu'il est là, me regarde encore avec une tendresse discrète. Mais Antoine, consultant international, a pris un poste qui l'éloigne de moi pendant des semaines entières. 10 jours, parfois 12, parfois plus. Et dans ces absences, la maison devient une cage de silence, un espace où mes pensées tournent en rond comme des papillons prisonniers. C'est dans ces moments de vide que Marc a commencé à apparaître plus souvent. Marc, le meilleur ami d'Antoine depuis leurs années à l'université, un homme de 35 ans dont le rire grave résonne comme une promesse qu'on n'ose pas formuler. Au début, ses visites étaient anodines, il apportait une bouteille de vin des vignobles de Beaujolais, un livre qu'Antoine avait commandé, où il venait vérifier une fuite dans la cuisine, un prétexte, toujours un prétexte. Mais peu à peu, ces gestes de courtoisie se sont transformés en quelque chose de plus insidieux. Il restait plus longtemps, s'asseyait plus près, et ses mots, bien que banals, portaient une chaleur que je n'osais pas interpréter. Je me souviens de la première fois où j'ai vraiment remarqué son regard. C'était un après-midi d'automne, le ciel lourd de nuages gris, et j'étais en train de préparer un café dans la cuisine. Marc était adossé au comptoir, les manches de sa chemise retroussées, révélant des avant-bras légèrement hâlés. Il m'a complimenté sur ma robe, une simple robe en lin beige, rien d'extraordinaire, mais la façon dont il l'a dit, avec une lenteur presque calculée, m'a fait rougir. J'ai détourné les yeux, feignant de m'occuper des tasses, mais je sentais encore son regard sournois, comme une caresse invisible qui glissait le long de ma nuque. « Tu as toujours eu un goût impeccable, Clara », a-t-il murmuré, et ces mots, si simples, ont semblé s'attarder dans l'air, lourds d'un sous-texte que je refusais d'admettre. Le décor autour de nous semblait conspirer pour rendre ces instants plus intenses. La lumière tamisée de la lampe suspendue au-dessus de la table, le parfum du café fraîchement moulu, le bruit doux de la pluie qui commençait à tomber dehors, tout cela formait une bulle, un espace où le monde extérieur disparaissait. Je me surprenais à remarquer des détails que je n'aurais pas dû, la manière dont ses doigts jouaient avec le bord de sa tasse, la courbe de son sourire quand il pensait que je ne le regardais pas. Et moi, que faisais-je ? Je lissais une mèche de cheveux derrière mon oreille, un geste inutile, peut-être un peu trop lent, comme si je cherchais à prolonger son attention. Mais rien n'était dit. Rien n'était fait. Juste ce silence entre nous, ce vide qui semblait vibrer d'une possibilité que ni lui ni moi n'osions nommer. Et chaque fois qu'il partait, refermant la porte derrière lui, je restais là, le cœur battant un peu trop vite, me demandant si j'avais imaginé tout cela ou si, au fond, il ressentait la même chaleur que moi. Les jours suivants, l'air dans l'appartement semblait plus lourd, comme si chaque pièce portait encore l'écho des regards de Marc. Je me surprenais à guetter le bruit de ses pas dans l'escalier, à sursauter légèrement lorsque la sonnette retentissait. Et puis, un jeudi après-midi, alors que la pluie battait contre les vitres avec une insistance presque rageuse, il est arrivé sans prévenir. J'étais en train de plier du linge dans le salon, vêtue d'un simple pull en cachemire et d'un jean, les cheveux attachés à la hâte. Je n'étais pas préparée à le voir, et pourtant, mon cœur s'est emballé quand j'ai ouvert la porte et trouvé Marc, trempé, un sourire un peu penaud sur les lèvres. Je passais par là, et j'ai vu que la pluie ne s'arrêtait pas. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de compagnie, a-t-il dit, sa voix grave coupant le silence.
Il y avait dans ces mots une fausse désinvolture, une excuse que nous savions tous les deux être fragiles. J'ai hésité un instant, consciente que l'inviter à entrer était une petite transgression de plus, mais le froid qui s'infiltrait par la porte ouverte m'a donné une raison de céder. « Entre, tu vas attraper froid », ai-je murmuré en m'effaçant pour le laisser passer. Il a ôté son manteau, révélant une chemise blanche légèrement collée à sa peau à cause de la pluie, et j'ai détourné les yeux, feignant de m'occuper d'une pile de serviettes. Mais je sentais son regard sur moi, un poids presque tangible qui faisait frissonner ma nuque. Nous nous sommes installés dans la cuisine, et j'ai proposé de préparer un thé pour nous réchauffer. Pendant que l'eau chauffait, il s'est approché pour m'aider à sortir les tasses du placard en hauteur, un geste inutile, car j'aurais pu le faire moi-même, mais il était déjà là, son bras frôlant le mien, son souffle tiède effleurant mon épaule. Nos doigts se sont touchés en saisissant la même tasse, un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel, mais qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. J'ai retiré ma main un peu trop vite et il a laissé échapper un petit rire, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. « Tu es toujours aussi nerveuse, Clara ?» a-t-il demandé, un sourcil levé, son ton oscillant entre la taquinerie et quelque chose de plus profond. J'ai tenté de répondre avec légèreté, mais ma voix tremblait légèrement. Seulement quand je ne m'attends pas à des visiteurs sous la pluie. Il a souri, un sourire lent qui semblait dire qu'il ne croyait pas un mot de ma réponse. Le silence qui a suivi était épais, presque palpable, rythmé uniquement par le bruit de l'eau qui bouillait et des gouttes qui tambourinaient contre les fenêtres. Mais il y avait une barrière entre nous, invisible mais implacable. Antoine. Son nom flottait dans mon esprit comme un rappel, un mur que je ne pouvais pas, que je ne devais pas franchir. Marc était son meilleur ami, et chaque sourire, chaque regard prolongé, chaque frôlement était une trahison, même si rien n'était dit, rien n'était fait. J'ai reculé d'un pas, mettant une distance physique entre nous, et j'ai vu dans ses yeux une lueur de compréhension, peut-être de frustration. Il n'a rien dit, mais son corps semblait tendu, comme s'il luttait contre l'envie de réduire cet espace que j'avais créé. Nous avons bu notre thé, assis à la table de la cuisine, discutant de choses banales, le temps, un film qu'il avait vu récemment, mais nos gestes trahissaient ce que nos mots taisaient. Il faisait tourner sa tasse entre ses doigts avec une lenteur presque hypnotique, et je croisais et décroisais les jambes, incapable de trouver une position confortable sous son regard. Quand il s'est levé pour partir, il s'est arrêté près de la porte, son manteau à la main, et m'a regardé un instant de trop. « Merci pour le thé, Clara. Je reviendrai, si tu veux. » Sa voix était basse, presque un murmure, et j'ai senti mon souffle se couper. « Voulais-je qu'il revienne ?» La question me terrifiait autant qu'elle m'enflammait. En refermant la porte derrière lui, je me suis adossée au mur, le cœur battant à tout rompre. La pluie continuait de tomber dehors, un rideau gris qui semblait isoler la maison du reste du monde. Et je me demandais, le visage enfoui dans mes mains, si j'aurais la force de résister encore longtemps à cette chaleur qui grandissait en moi, à ce désir que je n'osais pas nommer. Les jours qui ont suivi cette après-midi pluvieuse, j'ai tenté de reprendre le contrôle de mes pensées. J'ai rempli mes heures de tâches banales, trier des papiers, arroser les plantes sur le balcon, lire des romans que je ne finissais jamais. Mais chaque fois que je passais devant la porte d'entrée, je me surprenais à jeter un coup d'œil par la fenêtre, comme si j'attendais de voir la silhouette de Marc apparaître au bout de l'allée. Et, inévitablement, il revenait. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que ces visites deviennent une sorte de rituel, un fil invisible qui tissait une trame dangereuse entre nous. Une semaine plus tard, il est arrivé un soir avec un prétexte aussi fragile que les précédents, une recette de tarte aux pommes qu'il avait trouvée dans un vieux carnet de sa grand-mère. « J'ai pensé que tu pourrais l'essayer avec moi », a-t-il dit, un sourire en coin, en brandissant une feuille de papier jauni. J'ai hésité, consciente que chaque moment passé avec lui était un pas de plus vers un territoire que je ne devais pas explorer. Mais la solitude de ces longues soirées sans Antoine pesait lourd, et j'ai fini par accepter, me disant que ce n'était qu'une tarte, qu'une simple activité pour passer le temps. Nous nous sommes installés dans la cuisine, l'air embaumé par l'odeur des pommes que nous pelions côte à côte. La lumière chaude de la lampe suspendue dessinait des ombres douces sur le plan de travail, et le silence entre nous était ponctué par le bruit des couteaux et de nos respirations. Marc se tenait près de moi, peut-être un peu trop près, ses manches retroussées révélant à nouveau ses avant-bras que je m'efforçais de ne pas regarder. À un moment,
Alors que je tendais la main pour attraper une pomme, nos doigts se sont effleurés une fois de plus. Ce n'était rien, vraiment rien, mais mon souffle s'est coupé et j'ai senti mes joues s'empourprer. Il a levé les yeux vers moi et pendant un instant, le monde s'est réduit à ce regard, un regard qui semblait me demander quelque chose ou peut-être me promettre quelque chose. « Tu es douée pour ça, Clara ?» a-t-il murmuré, sa voix basse, presque un chuchotement, en observant mes mains maladroites qui tentaient de découper la pâte. Il s'est penché pour ajuster mon geste et son torse a frôlé mon épaule, envoyant une vague de chaleur à travers moi. J'ai voulu reculer, mais j'étais comme figée, captivée par la proximité de son corps, par l'odeur discrète de son eau de Cologne mêlée à celle des fruits. « Merci », ai-je gredouillé, ma voix à peine audible, et il a souri, un sourire qui semblait dire qu'il savait exactement l'effet qu'il avait sur moi. Mais ce n'étaient pas seulement ces moments de contact subtils qui alimentaient la tension entre nous. Il y avait aussi les conversations, ces échanges qui commençaient par des banalités et dérivaient vers des terrains plus intimes. Un autre soir, alors que nous partagions un verre de vin rouge sur le canapé, un geste que j'avais justifié par une fatigue passagère, il m'a demandé ce que je faisais pour combler les absences d'Antoine. La question était innocente en surface, mais le ton de sa voix, la manière dont il me regardait par-dessus le bord de son verre, la rendait lourde de sous-entendus. Je lis, je marche le long du Saône, j'attends, ai-je répondu, et ce dernier mot est sorti plus honnête que je ne l'avais prévu. Il a hoché la tête, comme s'il comprenait, mais ses yeux ne quittaient pas les miens, et j'ai senti une chaleur familière monter en moi. Les complications ne tardaient jamais à surgir. Une voisine, Madame Lefebvre, une femme d'une soixantaine d'années toujours curieuse, a commencé à remarquer les visites fréquentes de Marc. Un matin, alors que je sortais pour acheter du pain, elle m'a arrêtée dans le hall de l'immeuble avec un sourire entendu. « Votre ami vient souvent ces derniers temps, n'est-ce pas ? C'est gentil de sa part de veiller sur vous pendant que monsieur est absent. » Ces mots étaient polis, mais son ton laissait entendre qu'elle voyait plus qu'elle ne disait. J'ai senti une bouffée de honte me monter au visage, et j'ai balbutié une réponse vague avant de m'éloigner. Mais ces paroles restaient dans mon esprit, un rappel que même les silences entre Marc et moi pouvaient être perçus comme quelque chose de plus par le monde extérieur. Et puis, il y avait mes propres doutes, ces voix intérieures qui me tourmentaient la nuit. Étais-je en train de trahir Antoine, même sans un mot, sans un geste concret ? Étais-je devenue une de ces femmes que j'avais toujours jugées, celles qui flirtent avec le danger pour combler un vide ? Chaque fois que Marc partait, je me promettais de mettre de la distance, de trouver une excuse pour refuser sa prochaine visite. Mais quand il revenait, avec ce sourire, cette voix, cette présence qui semblait remplir tout l'espace, ma résolution s'effondrait comme un château de cartes. Un soir, alors qu'il m'aidait à ranger des livres sur une étagère haute, nos corps se sont frôlés à nouveau. Cette fois, c'était mon dos contre son torse, juste un instant, alors qu'il tendait un bras au-dessus de moi. Le contact était si fugace, mais il a suffi pour que je sente mon pouce accélérer, pour que l'air entre nous devienne presque irrespirable. Il n'a rien dit, mais j'ai entendu sa respiration, légèrement plus rapide, et quand je me suis tournée, nos visages étaient si proches que j'ai cru un instant qu'il allait. Non, il ne l'a pas fait. Il s'est contenté de murmurer « Pardon, je ne voulais pas te gêner ». Mais ses yeux disaient autre chose, et je savais que nous jouions un jeu dont les règles devenaient de plus en plus floues. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de contradictions. Chaque visite de Marc était à la fois une délivrance et une torture, un moment de chaleur dans ma solitude qui laissait derrière elle un goût amer de culpabilité. Je me surprenais à attendre ses appels, ses messages, même les plus anodins, comme lorsqu'il m'envoyait une simple question sur un livre ou une recette. Mais à chaque fois que je voyais son nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone, une petite voix dans ma tête me rappelait qu'Antoine pouvait rentrer à tout moment, qu'il pourrait sentir, d'une manière ou d'une autre, cette tension que je portais comme un secret trop lourd. Un soir, alors que l'automne cédait doucement la place à l'hiver et que les nuits devenaient plus longues, Marc est arrivé avec une bouteille de vin et une expression plus sérieuse qu'à l'accoutumée. Nous nous sommes assis dans le salon, les rideaux tirés, une seule lampe allumée projetant une lueur dorée sur nos visages. Le vin, un rouge profond des coteaux du Rhône, semblait amplifier la chaleur de la pièce, ou peut-être était-ce simplement l'effet de sa présence. Après quelques gorgées, il a posé son verre et m'a regardé avec une intensité que je n'avais pas vue auparavant. « Clara, je dois te dire quelque chose », a-t-il commencé,
sa voix plus basse, presque hésitante. Mon cœur s'est serré. Était-ce le moment où tout allait basculer, où les mots que nous avions évités allaient enfin être prononcés ? Je me suis raidie, prête à entendre une confession que je désirais et redoutais à la fois. Mais ce qu'il a dit m'a prise de court. Antoine m'a appelé hier. Il m'a demandé de veiller sur toi, de m'assurer que tu n'es pas trop seule. Il se sent coupable de ses absences, tu sais. Ces mots m'ont frappé comme une vague froide. Antoine, mon mari, l'homme que j'avais juré d'aimer, faisait confiance à Marc, et ici nous étions, dans l'intimité de ce salon, jouant avec des sentiments que nous n'avions pas le droit d'explorer. Mais il y avait plus. Marc a continué, ses yeux cherchant les miens. Et je lui ai promis que je le ferais. Mais je ne sais pas si je peux continuer à prétendre que c'est seulement pour lui que je viens ici. Cette révélation a fait vaciller quelque chose en moi. Ce n'était pas une déclaration explicite, pas encore, mais c'était suffisant pour que le sol sous mes pieds semble se dérober. Il venait d'admettre, à demi-mot, que ces visites n'étaient pas uniquement dictées par une amitié ou une obligation. Et moi, que pouvais-je répondre ? La vérité était là, tapie dans ma gorge, mais je n'avais pas le courage de la laisser sortir. J'ai baissé les yeux sur mon verre, le vin rouge capturant la lumière comme un miroir de mes propres pensées tumultueuses. Marc, je ne sais pas quoi dire, ai-je murmuré, et c'était vrai. Mon esprit était un chaos, partagé entre la loyauté envers Antoine et cette attirance que je ne pouvais plus nier. Un silence pesant s'est installé, et j'ai senti un moment de presque désistement s'emparer de moi. Peut-être était-il temps de mettre fin à tout cela, de lui demander de ne plus revenir, de couper ce fil avant qu'il ne devienne une corde qui nous étrangle tous les deux. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour poser une limite claire, mais avant que les mots ne sortent, Marc s'est levé et s'est approché de la fenêtre, regardant la nuit dehors. Tu sais, Clara, je n'ai jamais voulu compliquer les choses. Si tu me dis de partir, je partirai. Mais il s'est tourné vers moi, et son expression était un mélange de vulnérabilité et de défi. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer comment tu me regardes parfois. Et ça me rend fou de ne pas savoir ce que ça signifie. Ces paroles ont rallumé quelque chose en moi, une flamme que j'avais tenté d'étouffer. Il avait raison. Mes regards, mes silences, mes gestes maladroits, tout cela trahissait une vérité que je refusais d'admettre à voix haute. J'ai senti mes joues s'enflammer, et pour la première fois, je n'ai pas détourné les yeux. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et dans ce moment, il n'y avait plus de prétexte, plus de jeu. Juste nous deux, dans cette pièce baignée de lumière douce, avec le poids de ce que nous ne disions pas. Mais avant que l'un de nous ne puisse aller plus loin, un bruit a brisé le silence, le téléphone sur la table basse. C'était Antoine. Mon cœur a fait un bond, et j'ai vu une ombre passer sur le visage de Marc. J'ai pris l'appareil, mes mains tremblantes, et j'ai répondu d'une voix que j'espérais ferme. « Bonsoir, chérie. » Pendant que je parlais, Marc s'est rassis, reprenant son verre comme si rien ne s'était passé. Mais ses yeux ne quittaient pas les miens, et je savais que cet appel, bien qu'il ait interrompu le moment, n'avait rien résolu. Au contraire, il n'avait fait que repousser l'inévitable. Quand j'ai raccroché, quelques minutes plus tard, Marc m'a adressé un sourire triste. Je devrais y aller. Il se fait tard. Mais avant de partir, il s'est arrêté près de la porte et a posé une main légère sur mon bras, un geste si simple mais si chargé de sens. Bonne nuit, Clara. Pense à ce que j'ai dit. Et puis il est parti, me laissant seule avec le bout du vin sur mes lèvres et une question qui brûlait dans mon esprit. Jusqu'où étais-je prête à aller pour comprendre ce que je ressentais vraiment ? Le temps semblait s'être suspendu dans les jours qui ont suivi cette soirée où Marc avait laissé ses mots flotter entre nous comme une promesse ou une menace. Mon anniversaire approchait, une date que j'avais presque oubliée dans le tourbillon de mes pensées. Antoine m'avait prévenu qu'il ne pourrait pas rentrer à temps un voyage d'affaires prolongé à Genève, encore une fois. Il m'avait promis un dîner à son retour, mais cette promesse ne comblait pas le vide de cette journée particulière. J'avais 33 ans et je me sentais plus seule que jamais, assise dans le salon avec un livre que je ne lisais pas, un verre de vin à moitié vide sur la table basse. La soirée était froide, le vent sifflant à travers les interstices des fenêtres, et j'avais allumé quelques bougies pour chasser la pénombre et la mélancolie qui s'installaient en moi. J'avais mis une robe simple,
en velours bleu nuit, non pas pour impressionner quiconque, mais parce que je voulais me sentir vivante, même pour moi-même. Alors que je contemplais les flammes vacillantes, la sonnette a retenti, me tirant de mes pensées. Mon cœur a fait un bond. Je savais, avant même d'ouvrir la porte, que ce serait lui. Marc se tenait là, un bouquet de fleurs sauvages dans une main, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Ses yeux ont rencontré les miens, et un sourire doux, presque timide, a éclairé son visage. « Joyeux anniversaire, Clara », a-t-il dit, sa voix grave résonnant dans le silence de l'entrée. J'ai pris le bouquet, mes doigts tremblants effleurant les siens, et une chaleur familière m'a envahi. « Tu n'étais pas obligé ?» Ai-je commencé, mais il m'a interrompu doucement. « Je ne pouvais pas te laisser passer cette journée seule. Pas aujourd'hui. » Je l'ai invité à entrer, consciente que ce geste était plus qu'une simple politesse. Nous nous sommes assis dans le salon, les bougies projetant des ombres dansantes sur les murs, et il a sorti une petite bouteille de champagne qu'il avait cachée dans son manteau. Pour célébrer, a-t-il dit avec un clin d'œil, et malgré moi, j'ai souri. Le bruit du bouchon qui sautait a brisé le silence, et nous avons trinqué, nos verres tintant avec une légèreté qui contrastait avec la gravité de ce que je ressentais. Chaque gorgée semblait amplifier la chaleur de la pièce, ou peut-être était-ce la manière dont ses yeux ne quittaient pas les miens, comme s'il cherchait à lire chaque pensée que je tentais de cacher. La conversation a dérivé, comme toujours, vers des choses banales au début, des souvenirs d'anniversaires passés, des histoires de notre enfance. Mais peu à peu, les mots se sont faits plus rares, remplacés par des silences chargés, des regards qui duraient un peu trop longtemps. Il s'est rapproché sur le canapé, pas de manière abrupte, mais avec une lenteur presque calculée, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son corps à travers l'espace infime qui nous séparait. Mon souffle s'est accéléré, et j'ai vu dans ses yeux une question muette, un désir qu'il ne formulait pas mais que je ressentais comme une vague. Et puis, une des bougies, consumée par le temps, s'est éteinte soudainement, plongeant une partie de la pièce dans une obscurité plus profonde. Ce changement a semblé intensifier l'intimité entre nous, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister, ne laissant que cette pénombre, ce silence et la lueur vacillante des flammes restantes qui dansaient sur sa peau. J'ai senti un frisson me parcourir, non pas de froid, mais de cette sensation aiguë de sa présence, si proche, si réelle. Il a tendu la main pour écarter une mèche de cheveux de mon visage, un geste si tendre, si lent, que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Ses doigts ont effleuré ma joue, laissant une traînée de feu sur ma peau, et j'ai fermé les yeux un instant, incapable de résister à cette sensation. Le moment était là, suspendu, vibrant d'une intensité que je n'avais jamais connue. Nos visages étaient si proches que je pouvais sentir son souffle, tiède, légèrement irrégulier, comme s'il luttait autant que moi contre ce qui nous attirait l'un vers l'autre. Mais il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin de gestes plus audacieux. Le désir culminait dans cette proximité, dans ce presque contact qui était plus puissant que tout ce que j'avais pu imaginer. C'était comme si une tempête s'était formée entre nous, une force invisible mais indéniable, et je savais que nous avions atteint un point de non-retour, même sans franchir la dernière barrière. Le chaleur entre nous était un brasier, un feu qui ne pouvait être contenu, et pourtant, nous restions là, au bord du précipice, savourant l'agonie douce de l'attente. Mais comme toujours, une interruption est venue. Mon téléphone a vibré sur la table, un message d'Antoine, probablement pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Ce simple son a brisé l'enchantement, me ramenant brutalement à la réalité. J'ai reculé légèrement, le cœur battant, et Marc a retiré sa main, un éclat de regret dans les yeux. Je devrais peut-être... A-t-il commencé, mais je l'ai interrompu, ma voix tremblante. Non, reste encore un peu. Ces mots m'ont échappé avant que je ne puisse les retenir, et ils portaient tout le poids de ce que je ressentais. Il a hoché la tête, et nous sommes restés là, dans ce silence chargé, sachant tous deux que quelque chose avait changé, que nous avions frôlé quelque chose d'irréversible. Les minutes qui ont suivi ce moment suspendu dans le salon semblaient irréelles, comme si le temps lui-même avait ralenti pour nous permettre de comprendre ce qui venait de se passer. Marc est resté encore un peu, comme je le lui avais demandé, mais nous avons tous deux évité de parler de ce qui avait failli arriver. Nous avons bu une dernière gorgée de champagne, nos gestes prudents, nos regards se croisant à peine. Quand il s'est levé pour partir, la nuit était déjà profonde, et le vent dehors semblait murmurer des secrets que nous ne pouvions pas partager.
À la porte, il s'est tourné vers moi, ses yeux sombres pleins d'une émotion que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Bonne nuit, Clara. Et encore joyeux anniversaire. Sa voix était douce, mais lourde de non-dits, et puis il est parti, me laissant seule avec le parfum des fleurs sauvages qu'il m'avait offertes et le souvenir de sa main sur ma joue. Quelque chose avait changé en moi, une transformation silencieuse mais profonde. J'étais toujours la femme d'Antoine, toujours attachée à la vie que nous avions construite, mais je portais désormais une conscience nouvelle de moi-même, de ce que signifiait être désirée, être vue. Ce n'était pas seulement Marc qui avait allumé cela, c'était aussi ma propre solitude, mon besoin d'exister au-delà des murs de cet appartement, au-delà du rôle d'épouse. J'avais frôlé un abîme, et même si je n'y étais pas tombée, le vertige restait là, niché quelque part dans ma poitrine, me rappelant que le désir, une fois éveillé, ne disparaît jamais vraiment. Et ainsi, je continuais, partagée entre la stabilité de ma vie avec Antoine et le frisson d'impossible que je n'avais pas exploré. Marc restait une ombre à la périphérie de mes jours, un nom que je ne prononçais pas mais que je ne pouvais pas oublier. Je savais qu'il reviendrait, un jour ou l'autre, avec une excuse ou sans, et cette pensée me terrifiait autant qu'elle m'enflammait. Car l'air entre nous tremblait encore, saturé d'une promesse que nous n'avions pas tenue, d'une nuit qui n'était pas encore arrivée mais qui, peut-être, nous attendait quelque part dans l'avenir. Les jours qui ont suivi ont été étrangement calmes. Marc n'est pas revenu, pas tout de suite, et je me suis surprise à ressentir à la fois un soulagement et une douleur sourde à son absence. Antoine est rentré une semaine plus tard, son sourire fatigué mais sincère illuminant l'appartement. Il m'a embrassée, m'a offert un cadeau tardif pour mon anniversaire, un collier en argent délicat, et pendant un moment, j'ai cru que tout pouvait redevenir comme avant. Nous avons partagé des dîners, des rires, des nuits où son corps près du mien me rappelait pourquoi je l'avais choisi. Mais même dans ces instants, une partie de moi restait ailleurs, hantée par le souvenir de cette soirée avec Marc, par cette chaleur que j'avais ressentie et que je ne pouvais pas effacer.